Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Warzone, votre podcast francophone qui parle de baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, on va pouvoir parler de plein de choses différentes. Avant d'y revenir, bien sûr, le petit instant promo, comme d'habitude, vous le savez maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode, plus tous les précédents sur toutes les plateformes d'écoute, également sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez donc bien sûr sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. On est parti sur une intro courte, donc on va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, pour le coup, on va parler toujours prospect, donc jeunesse, joueur de baseball plutôt jeune, mais on va pas parler de baseball universitaire directement. J'ai envie de toucher en fait un mot sur l'actualité qui arrive, puisque non seulement bien sûr avec octobre qui arrive, il y a le baseball le plus important de la saison, c'est-à-dire la post-season, les playoffs, mais il y a également en fait la ZFL, la fameuse Arizona Fall Star League, en fait, enfin Fall League, je sais pas pourquoi j'ai rajouté le Star, qui commence là en octobre et qui va se terminer, on va dire mi-novembre à peu près. C'est une ligue qui, je le rappelle, est très importante depuis son intronisation en 92, qui a permis de montrer un peu ce côté circuit de développement de jeunes joueurs et pourquoi pas de futurs stars, je le rappelle à chaque fois, mais des Mike Piazza, des Derek Jeter, etc., ont côtoyé cette ligue, ont fait leur première gamme dans cette ligue et ont pu en fait démontrer tout leur potentiel pour devenir pourquoi pas des Hall of Famers, ou alors des stars de leur franchise, ou alors des joueurs solides, etc. Cette année ne déroge pas à la règle, on va voir pas mal de jeunes prospects, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des prospects qui viennent à peine d'être draftés qu'on va pouvoir voir. On va en parler dans 2 secondes. Je voudrais juste faire un focus sur un joueur qui n'est pas une star en soi, mais qui est un joueur solide. Ça va nous prendre 2 minutes, c'est parler en fait d'un joueur des Yankees, Austin Wells. C'est bien sûr le catcher des Yankees. Il a fait notamment partie du roster de 2021 en AZFL. Et j'ai envie de retracer son parcours puisque c'est juste un exemple du type de parcours, du type de joueur qu'on peut retrouver. C'est pas une star en soi, c'est un joueur solide qui fait partie de cette rotation de receveurs du côté donc des Yankees et qui donc a réussi à quelque part en fait se faire sa place dans un effectif étoilé, un effectif qui veut pourquoi pas retrouver enfin un titre après maintenant 15 ans si je dis pas de bêtises. Donc parlons-en rapidement. Tout d'abord, il y a une chose à noter, si on regarde un peu son background, c'est que c'est un membre d'une famille de sportifs. Que ce soit son père, Greg Wells, sa mère, Michelle, ce sont des personnes qui ont été des athlètes au niveau universitaire. Ils sont tous partis d'ailleurs, enfin, ses parents et donc lui-même sont partis du côté de l'université d'Arizona. Son père a notamment fait du baseball au niveau d'Arizona, donc tout comme le fils. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la ZFL bien sûr se déroule en Arizona, donc j'ai aussi choisi puisqu'il y a ce côté un peu lien de terre, même si c'est quelqu'un qui a grandi dans le Nevada après justement être né à Scottsdale. Euh, Si on veut revenir rapidement sur ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui au niveau lycéen avait montré de très belles choses, du côté de Bishop Gorman High School dans le Nevada justement. Et notamment, il avait fait partie en fait au niveau État, donc au niveau du Nevada, de ces grosses accolades, vous savez, les équipes un peu All-American ou joueurs de l'année, etc. Donc là, ça a été un All-American à sa sortie de ce lycée. Ça a été aussi le joueur de l'année au niveau du Nevada. Et donc, on le retrouve en fait en 2018 avec, pourquoi pas, une, une ambition, on va dire. Cette ambition, elle est claire, c'est la même ambition pour tous les jeunes athlètes, c'est de pouvoir être drafté. Il sait, avec tout ce qu'il a montré notamment en tant que junior au niveau lycéen, il a vraiment attiré l'intérêt de grosses franchises, et notamment les New York Yankees. Il va y avoir une première histoire, une première connexion entre eux donc à la draft 2018, mais il va être sélectionné très loin, et ça s'explique en fait puisque lors de son année senior, il a été blessé en fait.
Du coup, en étant blessé, il n'a pas pu jouer receveur. Ce pourquoi, en tant que position un peu premium, ce pourquoi les scouts se déplaçaient. Il a juste été un DH, et en tant que DH, il a fait des choses assez dingues hein, pour son niveau, mais bien sûr, c'était pas l'intérêt sur lequel les franchises se portaient. Du coup, les Yankees vont le sélectionner au 35e tour. Hein. Je rappelle que la draft 2018, si je dis pas de bêtises, c'était jusqu'à 40 tours. Eh bien, lui, il avait aussi commit du côté de l'université d'Arizona. Donc il voit qu'il est sélectionné qu'au 35e tour, il se dit bon, je ne vais pas prendre de risques, je vais en fait commit hein, et m'enrouler pour de bon du côté de l'Arizona. La fac d'Arizona au niveau du baseball universitaire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une des plus grosses facs en termes d'histoire, en termes de collège baseball. Ils ont remporté, je pense, 4 titres. Ils ont eu des joueurs vraiment voilà, de renom. Et il arrive donc dans une fac qui sait aussi développer en fait des jeunes lycéens en tant que joueurs solides, à défaut d'être des stars au niveau universitaire, et pourquoi pas leur permettre de rehausser leur niveau de draft, hein, leur stock de draft en vue de la draft justement. Et donc Wells a fait vraiment le bon choix puisqu'il va démontrer ses qualités, que ce soit en tant que receveur, mais surtout en termes offensifs, puisqu'il va réussir avec les Wildcats sur ces 2 saisons de très grosses performances. Je rappelle que déjà en tant que true freshman, c'était donc en 99, n'importe quoi, en 2018, pour la saison 2018, on va dire euh, la saison en fait plutôt 2019 hein, pour être clair. Euh, il va réussir en fait notamment à rentrer 73 points, à réussir 15 doubles, 5 home runs, 60 points produits, et avec une moyenne à la batte de 353. Il va être notamment en Pac-12, hein, la conférence où se retrouve Arizona, pour ceux qui ne connaissent pas trop hein, la cartographie baseball, ou en tout cas se trouver à Arizona, vu les récentes nouvelles, hein, comme vous le savez, certainement. Il a été donc freshman de l'année. Euh, il a réussi ensuite aussi une très très belle euh, Summer League, on va dire, puisque comme je vous l'avais dit récemment, d'ailleurs dans le podcast, hein, j'ai parlé de la fameuse Cape Cod League. C'est une ligue de baseball au niveau du nord-est des États-Unis, qui est une ligue d'été où les prospects se retrouvent pour continuer à jouer au baseball. Parce que même si c'est vrai que c'est les vacances au niveau collège baseball ou au niveau baseball lycéen par exemple, c'est jamais vraiment les vacances pour eux. Hein. Leur objectif c'est d'être toujours en train de travailler sur leurs points forts, de se développer et donc de participer à des ligues, quel que soit le moment de l'année, tant que c'est possible bien sûr. Donc en Cape Cod League, il va même réussir à être All-Star de cette mouture hein, 2019. Il aura réussi notamment à avoir 7 home runs et 26 points produits sur une ligue qui est quand même assez courte, hein, je le rappelle, et avec une moyenne à la batte de .308. Euh, il a été notamment hein, dans la fameuse watch list hein, de Golden Spikes quand il était sophomore. Euh, il avait à cette époque-là donc réussi 14 points produits avec une moyenne à 375 et un OPS donc de 1.116. Donc après les stats sont très gonflés puisqu'il n'a pu jouer que 15 matchs. Et vous savez certainement pourquoi, puisque c'était 2020 et 2020 c'est la fameuse pandémie liée au Covid qui est arrivée, qui a donc shut down un peu toutes les activités. Le collège baseball venait de commencer quand on a eu voilà, le shutdown et c'est pourquoi il a pu jouer qu'une quinzaine de matchs avant donc de pouvoir se présenter en fait à la draft consécutive, hein, la draft donc 2020. Là-bas, avec tous ces stock drafts, hein, notamment grâce à sa saison freshman incroyable, ces stock drafts sont très très hauts. Il va être sélectionné encore une fois par les Yankees. Décidément, la connexion, elle est là depuis le début, mais cette fois-ci au premier tour, en 28e position. Il va donc signer d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent vraiment avoir le détail sur tout ce qui est bonus pool et compagnie, il va signer sur une petite part du bonus pool des Yankees de l'époque, puisqu'il signe quand même 2,5 millions de dollars sur le bonus. Euh, on va le retrouver ensuite donc euh, en 2021 dans cette fameuse Arizona Fall League. Et là-bas, il va pouvoir en fait montrer tout ce dont on... comment je peux dire ça, tout ce dont on espère en termes de qualité, notamment en tant que catcher. Il va notamment réussir hein, à se montrer décisif de manière défensive, et tout ceci va amener encore plus de vision, de visibilité pour pourquoi pas l'intégrer au roster, même via les spring training ou compagnie, hein, des Yankees tout simplement. Après, vous connaissez l'histoire, hein, il va commencer en 2023 du côté de la MLB. Et là, voilà, il a des stats somme toute modestes offensivement, mais voilà, c'est que
c'est encore un rookie quelque part, et surtout il a prouvé qu'il est capable en fait de remplir un rôle dans une position premium, qui est la position de receveur, pour une franchise qui a quand même de grosses ambitions, à savoir remporter le titre. Donc voilà pour la petite histoire, hein. Je ne rentre pas dans tous les détails, parce que c'était vraiment pour donner un exemple du type de joueur qu'on peut retrouver. C'est pour aussi rappeler qu'on n'a pas forcément que des stars, ou en tout cas on ne s'attarde pas forcément que sur les stars. Les stars c'est forcément la vitrine, mais bien sûr on a des joueurs ensuite solides, qui peuvent après avec l'évolution devenir des stars, pourquoi pas, mais qui ont euh, un chemin en fait tout tracé jusqu'à cette Arizona Fall League pour pouvoir ensuite rebondir et pouvoir montrer qu'ils ont leur place dans l'effectif, que ce soit dans le farm system, pour aller jusqu'en MLB. Voilà. Avant de clôturer cette page en fait AZFL, je vais maintenant vous parler de quelques joueurs, hein, à suivre sur la mouture 2024, et je vais en fait me focus très clairement sur les joueurs qui viennent notamment d'être draftés. Le premier joueur dont j'ai envie de parler, qu'on va certainement retrouver dans la AZFL ou la AFL, hein, je rappelle que les deux nominations sont correctes, c'est tout simplement Charlie Condon. Charlie Condon, qui est tout simplement le prospect numéro 1 des Rockies, qui a été sélectionné numéro 3 de cette draft, qui a été exceptionnel sur ces 2 saisons du côté de Georgia. C'est ce qui lui vaut, hein, d'être sélectionné aussi haut. Alors, c'est vrai que là il vient de commencer, hein, un peu à jouer dans les mineurs. Il est au niveau IA, il est à Spokane d'ailleurs. Pour l'instant, voilà, c'est un tout petit échantillon, ce que je lisais dans l'article que j'ai lu de côté de MLB.com. Donc il n'a pas un OPS incroyable, mais vraiment, encore une fois, quand c'est un tout petit échantillon, le fait aussi de savoir qu'il a quand même eu du baseball à rallonge, parce qu'il n'a pas vraiment eu de pause au final. Là, il va pouvoir en fait aussi se jauger et pouvoir un peu, pourquoi pas, montrer ses qualités et ce pourquoi il a été sélectionné aussi haut lors de cette AZFL. Ça va être déjà clairement pour lui un tremplin, et l'idée, je pense, pour l'idée globale en général de toute façon, mais l'idée pour les Rockies, c'est de pouvoir le tester à ce niveau-là, et ensuite de pouvoir, pourquoi pas, le faire monter quelques échelons directement dans le farm system, et notamment dans les mineurs, en le faisant travailler en Double A. C'est clairement un objectif, notamment pour les gros prospects, de vite les monter en Double A, mais bon, là avec l'échantillon faible qu'ils ont sur de la A, là c'est la IA c'est vrai, mais ça reste de la A, ils n'ont pas assez de données pour pouvoir se dire ok, on va pas le griller trop tôt, quoi. Donc l'idée c'est d'utiliser la ZFL pour continuer de voir un peu, voilà, le noter et pouvoir voir s'il n'y a pas moyen de pouvoir lui faire, faire cette montée un peu en accéléré entre guillemets. Un autre joueur bien sûr dont j'ai envie de parler, et là c'est un peu une habitude des Angels, c'est Christian Moore. Christian Moore va normalement faire partie de l'effectif, hein, bien sûr, donc des Angels pour cette AZFL. Et il a été sélectionné, je le rappelle, très très haut dans ce premier tour de la draft 2024. Maintenant, je le rappelle aussi, il a été champion, hein, champion du côté de Tennessee, il a eu une grosse saison. C'est pourquoi il a été pris aussi haut. C'est un joueur qui est seconde base, donc c'est peut-être pas la position la plus premium, mais s'il est capable de refléter ce qu'il a montré en termes d'offense au niveau supérieur, ça peut devenir un très bon prospect et surtout un joueur sur lequel les Angels pourront compter. On verra bien s'il peut vraiment se montrer, parce que j'avais lu qu'il avait eu un petit problème au niveau du ménisque ou quelque chose comme ça, donc à voir. Mais en tout cas, normalement il devrait faire partie de l'effectif des Angels, donc c'est un autre joueur qui serait intéressant à voir de cette QV 2024. Un dernier joueur dont j'ai envie de parler sur cette QV 2024, c'est Nick Kurtz. Nick Kurtz, je le rappelle, a été sélectionné par les A's, hein, lui aussi premier tour. C'est un joueur qui a tout simplement été incroyable sur sa saison sophomore du côté de Wake Forest, qui a été un peu gêné par les blessures en junior et par, on va dire, un effectif, une équipe au global de Wake Forest qui a eu du mal, hein, contrairement à la saison précédente, où ils étaient premiers en termes de ranking de la nation. Malgré tout, lors de son retour de blessure, il a commencé à monter en puissance. Il a quelque part aussi porté un Wake Forest il a fait partie de ces éléments qui ont porté Wake Forest pour avoir une meilleure deuxième partie de saison et toujours se qualifier pour le tour national où ils n'ont pas pu faire grand chose, c'est vrai. Mais c'est encore un très bon prospect, un très haut prospect à voir jouer, une batte sûre, un joueur qui est normalement un frappeur avancé, il ne swing pas pour rien en général. On va voir ce qu'il va être capable de faire.
Mais de ce que j'avais lu, il était déjà passé en Double A. Et il a passé en Double A, après il s'est blessé, quelque chose comme ça. Mais je sais que j'avais lu qu'il avait eu un OPS de 1.283 ou quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est déjà, voilà, ça montre déjà sur un faible échantillon, c'est vrai, mais ce qu'il peut être capable d'amener, et donc du coup pouvoir le voir hein, du côté de la AZFL va être très intéressant. J'ai envie de vous parler de un autre joueur, mais là c'est par rapport à l'âge qu'il a. Je l'avais vu tout à l'heure, donc donnez-moi 2 secondes. Je sais qu'il est du côté des Padres, si je dis pas de bêtises. C'est Léodalis De Vries. Alors, au niveau du farm system des Padres, c'est le numéro 2. Au niveau de la MLB, c'est le numéro 44. Il n'a que 17 ans. Et il a déjà montré de très belles choses en single A, hein, du côté de Lake Elsinore. Il a aussi subi quelques petits pépins physiques, hein, notamment un problème au niveau de son épaule, ce qui fait que justement ça va être intéressant de le voir du côté de la AZFL pour voir un peu où il en est. Il n'a que 17 ans, donc à mon avis le projet ce n'est pas non plus de le presser. Il n'est peut-être pas forcément sur une timeline où on se dit ok, tu fais une grosse AZFL, double A minimum la saison prochaine. Non. On peut prendre le temps avec lui, mais ça va être intéressant à voir. Moi je suis très intrigué par ce genre de prospect très jeune, mais qu'on n'hésite pas à envoyer un peu au charbon, au mastic, pour aller se frotter aux autres prospects intéressants. Dernière chose à rappeler, en général, les gros prospects pitchers ne sont pas forcément envoyés tout le temps en AZFL. On aime bien les préserver. On a souvent des pitchers, peut-être un peu plus de seconde zone, entre guillemets. Mais il y a un pitcher enfin, un ex-pitcher pour le coup dont j'ai envie de parler, et après je clôture complètement, c'est Bryce Eldridge. Je rappelle, lui, c'est la draft 2023 et c'était un two-way player. C'est un de ces joueurs un peu fantasques. Et je rappelle bien sûr, c'est pas quelque chose d'anormal. Surtout pour les prospects qui viennent en fait, qui sortent du lycée. Quand vous êtes drafté en général, vous sortez du lycée. Au lycée, vous jouez plusieurs positions. Et notamment, ce que j'avais expliqué plusieurs fois, c'est que on a moult et moult two-way players. Beaucoup de joueurs en fait au niveau lycée n'ont pas encore de position prédéfinie. Et même si j'ai une position prédéfinie en termes en termes de joueurs de position, bah, ça peut être aussi des lanceurs. Donc il n'y a rien d'anormal à le voir comme ça. Mais ça restait un prospect très intriguant. Il avait été sélectionné au 16e, enfin la 6e position du premier tour. Maintenant, il s'est positionné clairement en tant que frappeur, hein, et notamment, il a montré que ça peut être un très très bon frappeur. Il est déjà passé en Double A, il n'a que 19 ans, donc voilà, c'est le dernier joueur intriguant dont je voulais parler. La ZFL, je rappelle, hein, ça commence là, alors ça doit être la semaine prochaine, je dirais, peut-être le week-end prochain ou la semaine qui suit, mais c'est là, c'est début octobre et ça finit en mi-novembre en général, et c'est toujours quelque chose d'intéressant à suivre. Voilou, on va passer au sujet principal maintenant. Et là, vous vous dites, le mec a passé quand même un bon quart d'heure sur un sujet qu'il apparemment cite comme étant secondaire. Combien de temps va-t-il passer sur le sujet principal? Eh bien, c'est une bonne question. Je n'en sais rien moi-même, puisque ça va dépendre un peu de comment je développe un peu le tout. C'est un peu en mode free flow. Mais j'ai envie de vous parler d'une chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en ai parlé. J'ai fait des formats courts pendant cet été pour pouvoir vous alimenter un peu en contenu et aussi vous donner des choses assez intéressantes. Et le format court en question, c'était sur les meilleurs joueurs de l'histoire du college baseball par position. Ce classement, je l'avais récupéré d'ESPN en 2020 et donc il prête aussi à interprétation et à changement puisqu'on a vu depuis des joueurs incroyables sur ces saisons récentes. L'idée pour moi maintenant, c'est de faire en fait cette deuxième partie sur ce classement, rappeler en fait les différents joueurs qu'on pouvait avoir et qui peuvent prêter à débat par position, donc pas juste vous rappeler, ok j'avais dit que le premier joueur c'était un tel et on s'arrête là, non, l'idée c'est vraiment par position de vous donner quelques joueurs qui auraient pu aussi être à la place du joueur que moi j'ai donné dans le format court, en me basant sur le classement ESPN, et rappeler pourquoi pas 2-3 stats ou 2-3 anecdotes si on a le temps. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. Si on commence par la position de receveur, comme je vous l'ai dit, le meilleur joueur de l'histoire en termes de baseball universitaire, c'est Buster Posey, en termes de vote. Mais déjà, on peut voir, rien que dans la liste, des joueurs qui pourraient tout simplement
lutter avec lui. Le premier joueur dont j'ai envie de parler, bien sûr, c'est Adley Rutschman. Vous le connaissez bien, le receveur star des Orioles, a été une star au college baseball. Lui, au contraire de Buster Posey, en plus, a remporté un titre. Donc, il y a une chose collective qu'il a en plus que Posey n'a pas. Il est entré le College World Series en 2018 avec donc les Oregon State Beavers. Il était dans la même équipe d'ailleurs que Stephen Kwan, pour la petite anecdote. Et ça a été un joueur, même en termes de statistiques, qui a été très très fort. Le seul problème pour lui, c'est que Buster Posey a été vraiment exceptionnel en fait. Et Buster Posey, il a été exceptionnel de sa saison freshman, où il a été plutôt shortstop d'ailleurs, à sa saison junior. Là où Rutschman a été un peu en couveuse dans sa saison freshman, il avait moins on va dire de participation, même s'il a participé quasiment à tous les matchs, je peux dire il avait moins d'impact dans son équipe qu'un Buster Posey. Et aussi, on regarde beaucoup les stats individuelles, et même si les deux ont gagné des titres individuels, que ce soit le Dick Howser Trophy ou le Golden Spikes, Posey a clairement les meilleures stats individuelles, notamment sur sa saison junior. Voilà, je pense que c'est pourquoi Buster Posey passe en tête devant lui. L'autre joueur qui aurait pu avoir des votes, c'est bien sûr Jason Varitek, l'ancien joueur des Red Sox. Alors lui, il a fait de Georgia Tech dans les années 90 une place forte du college baseball. Il a d'ailleurs son maillot retiré du côté de Georgia Tech, et ce n'est pas comment je peux dire ça, c'est tout à fait normal, entre guillemets, je ne vais pas chercher des expressions dont je ne me rappelle pas. Il a connu Georgia Tech quand même au College World Series en 94. Ils ont perdu certes face à Oklahoma, aux Sooners. Malgré ça, il a été Golden Spikes également, Dick Howser. Il avait réussi notamment quelques comment je peux dire ça, quelques records en fait. Je cherchais le mot, désolé. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ça a été le seul joueur de Georgia Tech qui a eu son maillot retiré au niveau du baseball. Donc voilà, ça peut être l'autre joueur qui aurait pu très clairement se battre avec Buster Posey, c'est juste que Buster Posey a été tout simplement incroyable en termes de choses individuelles pour qu'on puisse vraiment le déloger de tout en haut en fait, de cette tête des meilleurs receveurs de l'histoire. Mais voilà, c'est un peu l'exemple que je voulais donner, c'est-à-dire que certes on met Buster Posey, mais il y a d'autres joueurs qui ont très clairement des arguments comme Adley Rutschman, Jason Varitek, on peut même penser à Mike Zunino par exemple pour les joueurs un peu plus contemporains de notre époque, qui ont des choses à faire valoir dans ce classement. On va passer à la première base, et en plus de ça, ça va nous permettre de tacler des profils particuliers, puisque je vais mettre en miroir donc Will Clark qui est donc le meilleur première base de l'histoire du college baseball, et lui c'était un pur première base, à deux joueurs qui sont en fait des two-way players et qui peuvent être, si on parle de classement des meilleurs joueurs sans position de l'histoire du college baseball, peuvent être tout à fait nommés. Il y en a un qui vient d'être drafté, c'est Jack Caglione. Il y en a un autre qui a eu une trajectoire un peu à la Jack Caglione, mais dans les années 80, c'est John Olerud. Et j'avais commencé par John Olerud justement, puisque ceux qui sont fans des Blue Jays le connaissent certainement. Il a été champion, donc bien sûr, en 92 et 93. Il était d'ailleurs All-Star en 93, je le rappelle. Il a aussi joué du côté des Mariners, des Mets, des Yankees, des Red Sox. Il a été aussi All-Star quand il était du côté des Mariners. Il a été plusieurs fois Gold Glove. Il a été le batting champion en 93 justement, donc cette fameuse saison exceptionnelle pour lui au niveau, du côté des Blue Jays. Mais avant ça, ça a été un joueur de baseball universitaire incroyable, surtout sur ses 2 premières saisons, et un what-if générationnel. Pourquoi je dis ça? C'était donc un two-way player. Il arrive du côté de Washington State, à Pullman, et en tant que true freshman, il arrive à réussir donc 5 home runs, 20 points produits, avec une moyenne à la batte de 414. Il n'a pas joué tous les matchs, certes, mais voilà, c'était déjà un très bon échantillon. Il jouait première base. En tant que pitcher, il réussit une fiche de 8 victoires, 2 défaites avec un ERA de 3. Il devient donc All-American, tout ça en étant freshman. Et il arrive aussi à envoyer Washington State, donc pas lui tout seul, mais au niveau collectif, envoyer Washington State du côté du tournoi national. Donc tout ça, ça fait déjà une saison freshman incroyable. Il est donc un peu sur ces watchlists, vous savez, des titres qu'on peut recevoir au niveau
euh, individuels, comme le fameux Golden Spikes et le fameux Dick Hauser. Arrive 88 et donc sa saison sophomore. Là, il nous pond en fait tout simplement une des meilleures saisons statistiques individuelles de l'histoire. Hein, ça doit se battre avec des J.D. Drew, ça doit se battre avec des joueurs un peu plus récents comme par exemple Dylan Cruz, peut-être qui est un peu plus bas quand même en termes de moyenne, etc., etc. Mais voilà, je vous donne sa ligne de stats, c'est 464 de moyenne à la batte pour 23 home runs, 81 points produits, 108 coups sûrs, 204 total bases et un slugging percentage à SLJ de 876, tout en jouant première base. Cette même saison, en tant que pitcher, il réussit une saison en 15 victoires, 0 défaites, avec un IRA de 2,49 pour 113 strikeouts. C'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de gens, des amateurs du college baseball notamment, qui disent que John Allrood est normalement le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur du college baseball, devant justement un joueur comme Robin Ventura, qui est un peu ce consensus du meilleur joueur de college baseball, puisqu'il apporte en termes de corde à son arc ce côté two-way player de génie, surtout cette saison sophomore, comme je vous l'ai dit, qui a été exceptionnel. Il est d'ailleurs All-American, et ça c'est à noter. Il est All-American non seulement en première base, mais également en tant que pitcher. Euh, Par contre, pour le coup, j'ai un doute, parce que je n'ai pas pu retrouver dans les archives, mais j'ai un doute s'il a été Golden Spikes et Dick Hauser. Je sais qu'il a été Baseball America College Player of the Year à cette époque-là. Donc Baseball America donnait aussi un award, hein. Comme je l'ai dit, il y a plein d'awards, plein de façons de donner l'award, mais par contre je n'ai pas retrouvé de traces de Golden Spikes et de Dick Hauser Trophy pour lui. Donc même si on n'a pas vu ça, je dirais laissons de côté tout ça, juste en termes de statistiques, c'est quand même une dinguerie qu'il nous a pondu. Malheureusement, alors que 1989 ça va être vraiment la saison où il éclate tout le monde de sa classe, il va avoir un gros problème médical. Il va être hospitalisé, il va avoir même une hémorragie si je ne dis pas de bêtises. Ça va arriver au niveau de sa colonne vertébrale, si je me rappelle bien. Il va perdre beaucoup de poids, il va avoir même des crises, etc., etc. Ça va être très très compliqué. Il va quand même réussir à revenir pour la saison junior, sachant qu'il aura aussi un anévrisme. Enfin bref, c'est ce qui s'est passé pour lui, ça a été quand même assez incroyable, assez compliqué. Déjà, très bien pour lui qu'il a réussi à s'en sortir de tout ça. Il va quand même réussir à revenir pour pouvoir jouer une partie de la saison en fait junior, où il va quand même réussir à de très belles stats, connaissant tout ce qu'il a enduré. Mais forcément, ça va être beaucoup moins incroyable que ce qu'il a fait par le passé. Je parle en termes de frappe. Il aura une moyenne à la batte de 359 pour 30 points produits sur 78 at-bats. Par contre, en tant que pitcher, ça va être beaucoup plus compliqué. 3 victoires de défaite, il y en surtout de 6,68. Il aura joué d'ailleurs cette saison-là en tant que DH. Il n'aura pas joué vraiment en tant que joueur de position. Et c'est pourquoi déjà on peut l'enlever, malheureusement, c'est pas de sa faute, mais l'enlever de l'équation de première base. Mais voilà, vous avez un peu ce côté what if. L'autre joueur dont je voulais parler, bien sûr, c'est Jack Aglione. On va y revenir très rapidement. Je ne vais pas vous sortir les stats parce que je vous les ai sortis beaucoup de fois. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que il n'a pas pu jouer sa saison freshman parce qu'il a eu une Tommy John. Enfin, il a pu faire quand même quelques at-bats en tant que frappeur, mais voilà, en tant que DH, rien d'exceptionnel. Donc déjà, ça l'élimine du coup pour ce trophée de meilleure première base. Mais également, en première base, il a été très très bon, que ce soit défensivement ou offensivement, dès sa saison sophomore. Offensivement, je rappelle qu'il a tutoyé des sommets incroyables, des records en termes de home run, une trentaine sur ces deux saisons, que ce soit sophomore ou junior. Des actions clutch. Il a amené aussi Florida sur sa saison junior, de nouveau au College World Series, alors que l'effectif était quand même bien plus décimé, amputé de stars comme Wyatt Langford par exemple, on n'était que lui. Et en tant que pitcher, ça a été quand même moins grand qu'un all-road, même si ça a été consistant quand on sait que c'est un two-way player, parce qu'il a réussi 2 fois des IRA aux alentours de 4 et quelques. Donc voilà. Je voulais les tacler maintenant, puisque du coup, en termes de joueurs purs college baseball, ce sont forcément des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs de l'histoire, rien que par leur profil, John Allrood et Jack Aglione, mais qui sont aussi listés en tant que joueurs de position en première base. Et donc c'est pourquoi je les mettais en relation avec Will Clark, mais pour le coup, Will Clark est difficile à détrôner, clairement. Il a eu quand même pas mal de votes.
Un dernier joueur dont on peut parler en tant que première base, et là c'est un première base pure, c'est Frank Thomas. Là pour le coup Frank Thomas, je pense que vous savez de qui je parle, hein. C'est quand même une star incontestée, hein. C'est un Hall of Famer. Je rappelle quand même que ça a été le joueur qui a réussi, alors je me rappelle plus combien de saisons, hein. Peut-être vous allez m'aider, je pense que c'était 6 ou 7 saisons consécutives, avoir une moyenne à la batte de 300 au moins, avoir au moins 100 points produits, au moins 100 points scorés, au moins 100 buts sur balle et 20 home runs. Donc vous imaginez bien, là on parle quand même d'un calibre MVP. En termes de MLB, il a été MVP, hein, déjà, on le sait, hein, 2 fois. Il a été plusieurs fois Silver Slugger, plusieurs fois All-Star. Il a été batting champion en 97. Je rappelle qu'au niveau des White Sox, c'est quand même une légende. Son maillot a été retiré. Enfin, faut voir de qui on parle quand même. Frank Thomas, on va pas rappeler tout ce qu'il a fait en MLB. Avant ça, ça a été un joueur de baseball universitaire. Et au niveau du baseball universitaire, ça a été quand même un joueur aussi exceptionnel. Alors, faut savoir une chose tout d'abord, c'est un multi, on va dire une star au niveau déjà lycéenne et après au niveau universitaire, multisport. Parce que il a été déjà au niveau de Columbus High School en Géorgie, il a été une star au niveau du football et une star au niveau du baseball. Au niveau du football, je sais que ça a été un tight end à un certain point. Il avait d'ailleurs, quand il est allé à l'université, il est parti à Auburn et il a récupéré une bourse pour la partie football. Il va finir par jouer au niveau du baseball. Il va notamment montrer des choses très très fortes, hein, tout simplement. Déjà dès sa saison freshman, du côté des Tigers. Ensuite, il va montrer encore plus de choses, que ce soit la Cape Cod League, mais également au niveau de sa saison, euh, comment on appelle ça, sa saison sophomore, hein, au niveau du baseball, donc en 88. Il va avoir, en fait, simplement, il va avoir une blessure qui fait qu'il va donc avoir des problèmes au niveau du football, mais par contre, au niveau du baseball, ça va devenir son sport principal et il va réussir de très grosses choses. Il va aussi faire partie de l'équipe, hein, euh, qui va aider en fait l'équipe olympique à se préparer pour les Jeux Olympiques de 88. Il va être d'ailleurs cut, hein, de l'équipe finale de 88. Et sa saison junior, il termine avec 19 home runs, 19 doubles et surtout une moyenne à la batte de 403. Un slugging percentage de 801. Il va donc terminer toute sa partie universitaire du côté d'Auburn avec 49 home runs, ce qui est un record de la fac. C'est tout simplement un gros joueur. Voilà, il n'y a pas à rappeler tout ce qu'il a fait. Malgré tout, Willie Clark, qui a fait partie d'une équipe assez incroyable du côté de Mississippi State, une équipe qui n'a jamais remporté le titre alors qu'on les attendait vraiment, hein, à pareille fête. Il a joué notamment avec Jeff Brantley, pour ne parler que de lui, hein. Il y avait aussi Bobby Thigpen, des joueurs qui ont été quand même All-Star en MLB. Il a joué, il faisait partie d'un one-two page, hein. J'en ai parlé dans le format court avec Rafael Palmeiro, c'était Thunder and Lightning. Et pourtant, alors qu'on les voyait gagner au moins un titre ensemble, il a été Golden Spikes d'ailleurs en quelle saison, 85. On les voyait justement remporter en 85 le titre. Et bien, ils sont allés au World Series, c'est vrai, mais ils n'ont pas réussi à remporter le titre. Ils terminent 3ème de ces World Series. Ça reste un joueur quand même qui a réussi dans cette saison 85, 425 de moyenne à la batte, 25 home runs, 77 points produits, 75 runs scorés. Bref, c'est difficile de voir quelqu'un passer au-dessus de lui, mais voilà, il y a eu des Frank Thomas, et après il y a eu donc ces fameux cas de joueurs two-way dont j'ai parlé auparavant. En deuxième base, je dirais qu'à première vue, il y a moins de suspense, puisque Todd Walker, dont j'ai parlé en short, a quand même des stats et en plus un résumé, hein, en termes de réussite collective qui le place en première place, hein, tout simplement. Il y a quand même 2 joueurs qui se rapprochent de lui. Je pense à Nick Madrigal. Nick Madrigal, c'est quand même un de nos contemporains. Il a joué notamment du côté des comment on appelle ça, des Cubs. Il a joué du côté des White Sox également, tout d'abord. Et Nick Madrigal, il faut le savoir, il fait partie de cette team, hein, d'Oregon State avec donc Adley Rutschman et Stephen Kwan notamment. Pour parler un peu de lui,
Il a été freshman de l'année en Pac-12, ce qui n'est pas rien, hein, si on repart en 2016. En 2017, il est meilleur joueur de la Pac-12, avec notamment 380 de moyenne et 4 home runs euh, pour 40 points produits. Et également, il sera dans la team des College World Series, puisqu'il fera des très bons College World Series cette saison-là. En 2018, en tant que junior, il reste solide, à défaut d'être le leader de cette équipe-là. On sait très clairement que là, le lead est passé du côté d'Adley Rutschman. Il sera quand même champion universitaire avec cette équipe-là, donc c'est quand même à noter. Et l'autre joueur dont on peut parler rapidement, c'est Chase Utley. Chase Utley, vous le connaissez certainement, 6 fois All-Star, champion avec les Phillies de Philadelphie, bien sûr. C'est un joueur qui, au niveau universitaire, était du côté de UCLA. À la base, c'était un shortstop, mais à UCLA, on va le mettre en seconde base pour des difficultés évidentes par rapport au jeu de shortstop. Il va notamment réussir une saison 2000, une saison junior avec 22 home runs et 382 de moyenne exceptionnelle. Les Bruins de UCLA vont aller jusqu'au Super Regionals. Il va être dans la meilleure, enfin dans l'équipe type de la All Pac-12 qui était la Pac-10 à cette époque-là. Et voilà, ça a été une très bonne saison pour lui. Au global, il a été très bon du côté du UCLA. Mais c'est vrai que Todd Walker, pour le coup, il y a ce côté, il fait partie d'une ère fast pour LSU, déjà au niveau collectif. Il remporte un titre. Lorsqu'il remporte le titre, c'est le Most Outstanding Player, c'est-à-dire le meilleur joueur des College World Series. Il va notamment être clutch dans le match qui va lui permettre d'aller au College World Series Finals. Et ensuite, en finale, il va lancer en fait les festivités, parce que là, ils vont exploser Wichita State, mais c'est lui qui va lancer, en fait, qui va être l'allumette, qui va avec un home run, notamment si je me rappelle bien. Donc vraiment, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est clair et net le meilleur seconde base. En shortstop, je trouve intéressant, là, ça va être vraiment un duel, pour le coup, on va pas parler de 3 joueurs. Le joueur que moi, je vous ai donné par rapport au classement, c'est donc Alex Bregman, que vous connaissez bien, plus besoin de le présenter. Le joueur avait une revanche à prendre vis-à-vis de sa draft assez loin, c'était en 2013. Du coup, il part respecter son commit du côté de LSU. En freshman, je pense que c'est 2012 la draft, pardon. En freshman en 2013, pour le coup, il est déjà exceptionnel. En 2015, il est tellement bon qu'il va être le leader d'une équipe de LSU qui va repartir du côté des College World Series, puisqu'il fait les College World Series en 2013 et donc de nouveau en 2015. Ils vont jamais remporter le titre sous son air, mais il va être tellement bon qu'il va faire partie des finalistes pour le Golden Spikes en 2015. Surtout toute sa carrière à LSU, c'est quand même 337 de moyenne, 153 points scorés, 56 doubles, 66 bases volées. C'est du très très bon. Face à lui, il y a quand même un historique, un joueur qui, si on regarde notamment tout ce qu'il a fait au niveau MLB, on se dit ah, pourquoi pas. C'est bien sûr Barry Larkin. Avant de retrouver Barry Larkin du côté des Reds et voir tout ce qu'il a fait du côté des Reds, vous le savez, c'est quand même 12 fois All-Star, il a gagné des World Series, il a été MVP, il a gagné des Gold Gloves, Silver Slugger, c'est un Hall of Fame, enfin Hall of Famer plutôt. Il a tout d'abord été du côté de Michigan. Et lui, un peu comme d'autres, il avait à la base accepté une bourse au niveau du foot du côté de Michigan. Mais par contre, au final, il a décidé de jouer uniquement au baseball. Bien lui en a pris, puisqu'il a été 2 fois All-American. Il a amené les Michigan Wolverines du côté des College World Series. Il faut savoir que Michigan, c'est un historique du college baseball, mais c'est vrai que ils ont vraiment une période faste au début, on va dire, aux prémices des College World Series. Et ensuite, il y a eu un trou. Puis ensuite, dans les années 80, grâce notamment à Barry Larkin, ils ont de nouveau refait surface pour aller au College World Series. Et il faut savoir qu'après son passage, ils ne vont plus aller aux World Series avant 2019. 2019, ils vont d'ailleurs aller en finale face au Vanderbilt de Kumar Rocker. Pour la petite anecdote, Kumar Rocker qui remportera donc les College World Series 2019 avec Vanderbilt en étant le Most Outstanding Player, tout ça en étant freshman pitcher. Bref, voilà pour la petite histoire. Ce qui fait que Larkin ne va pas être pris, c'est vraiment les stats individuels. Il a été quand même meilleur joueur de Big Ten en 84 et 85, mais ses stats sont en deçà de celles de Alex Bregman. C'est pourquoi il n'est pas pris, je comprends le vote, mais par contre, ça se joue à peu de choses. Voilà pour le poste de shortstop. En troisième base maintenant, très peu de suspense, je vous en ai parlé assez souvent. On parle là du
potentiellement meilleur joueur du baseball universitaire dans l'histoire, en tout cas c'est ce que beaucoup d'observateurs disent. Il s'agit bien sûr de Robin Ventura. Alors je rappelle très rapidement, juste rien qu'à par rapport à sa moyenne, hein, que ce soit sa moyenne en tant que freshman et sa moyenne tout au long de sa carrière universitaire. Donc moyenne à la batte en freshman c'est .469. Il a été directement First Team All-American. Et chaque année, ça a été à minima un All-American. Il a gagné le Golden Spikes en 1988. Et au final, sur toute sa carrière, il a .429 de moyenne à la batte. On pourrait presque dire qu'il a un peu chômé, entre guillemets. 329 coups sûrs et 300 en run. Et tout ça, en fait, ce sont des records de programme, hein, des records d'Oklahoma State. Avec lui, Oklahoma State était redevenu une place forte du baseball universitaire, une équipe qui pouvait remporter un titre universitaire. Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme tout le monde l'aurait souhaité, entre guillemets. Mais en tout cas, il a fait des choses assez incroyables. On sait par exemple que lors des College World Series de 87, il avait réussi à amener avec lui alors c'est un streak en anglais, mais vous savez, le fait que vous réussissiez en consécutivement voilà, une même chose consécutivement. Donc par exemple là, en fait, c'est le fait qu'il a réussi à frapper, en fait. Euh, il a réussi à frapper 58 fois de suite, quelque chose comme ça. Je pense que Joe DiMaggio c'était 56. C'était quelque chose comme ça. En gros, à l'époque, il parlait du fait qu'il a battu le record de Joe DiMaggio qui était de 56 hitting streak. Lui, ça a été 58. D'ailleurs, il y a eu une polémique vis-à-vis de ça, hein. Peut-être si on a le temps de parler, pourquoi pas de l'année 80, c'était 87, donc l'année 87. On pourra revenir sur cette polémique. Là, j'ai pas envie de vous remplir la tête avec trop de choses. Juste pour vous donner quelques noms quand même de troisième base, il y en a déjà que vous connaissez. Peut-être un qui fait un peu mal à la tête en ce moment aux fans des Angels, Anthony Rendon. Il a été très très bon. Un joueur assez récent, Alex Gordon également. Mais bien sûr, celui que vous connaissez le mieux selon moi, c'est Chris Bryant. Chris Bryant, je le rappelle, il est arrivé au niveau baseball universitaire un peu entre guillemets sur la pointe des pieds, entre guillemets, hein, parce qu'il arrive dans une fac, hein, à l'université de San Diego, qui n'est pas forcément une grosse fac quand on parle de collège baseball. Il va arriver là-bas, il va tout dominer. 365 de moyenne à la batte, 482 d'OBP, 599 de slugging percentage avec 9 home runs, et ça c'est sa saison freshman. Euh, San Diego, hein, c'est de la WCC, donc c'est de la mid-major. C'est pour ça que je dis que voilà, il arrive entre guillemets sur la pointe d'épée, dans le sens où il n'est pas dans un programme réputé, il fait des choses incroyables là-bas. Tout simplement, ça a été une machine. Je sais que il a gagné aussi le Golden Spikes, hein, d'ailleurs là-bas. Il a gagné le Dick Hauser, c'était la même année, c'était en 2013, c'est sa saison junior. Il a réussi d'ailleurs à frapper 31 home runs. Alors là, récemment, vous avez vu, hein, il y a beaucoup de polémiques d'ailleurs par rapport à pourquoi pas aux balles qui seraient un peu. Comment on pourrait dire ça? Les balles et les battes qui seraient un peu, entre guillemets, aidantes. C'est pas très bien français, mais pour dire en fait qu'en gros, là en ce moment, au college baseball, on a beaucoup de frappes en force, que ce soit en termes d'exit velocity, mais aussi en termes de home run. Bah là, Kobe Bryant, je veux dire. Chris Bryant, désolé. 10 ans auparavant, il arrivait avec 31 home runs sur une saison, ce qui se fait assez rarement, en plus de 30 home runs sur la saison en général. D'ailleurs, au moment où lui il le fait, comme je l'ai dit, pour dire que c'était à quel point c'était euh, pas si évident que ça, c'est que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu quelqu'un battre 30 home runs en fait, hein, là-dessus, donc c'est pas quelque chose qui arrive si souvent. Et sachant qu'en plus à cette époque-là, ils avaient changé les battes justement. Ils avaient changé les battes pour des questions, on va dire, de normes, pour faire simple. Donc voilà, c'est un joueur qui a compté, hein, en baseball universitaire. Il a fait des grosses choses, Chris Bryant, et après on l'a connu bien sûr du côté des Cubs notamment, hein, champion, vainqueur des World Series en 2016, hein, dans ce thriller face aux Guardians, MVP d'ailleurs de la NL en 2016, Rookie de l'année en 2015, voilà, bref, 4 fois All-Star également, c'est un joueur qui a vraiment compté. Voilou pour la troisième base.
J'ai essayé de couper un peu cette partie-là, j'espère que mon son vous a pas trop explosé les oreilles parce qu'il y avait un camion de pompiers qui est passé au moment où j'enregistrais cette partie-là, donc désolé si ça vous a un peu matraqué les oreilles. Je fais du mieux au montage, hein. Je sais pas encore comment j'ai monté, mais au montage je vais faire du mieux que je peux pour pouvoir essayer de masquer un maximum ce bruit désagréable, donc désolé. Et bien là, on va partir dans l'outfield, et là, pareil, très peu de surprises. Là, on va parler du left field, et je pense que vous savez déjà de qui je vais parler, c'est Barry Bonds. Alors Barry Bonds, il n'y a plus besoin de le présenter, je ne vais même pas parler de sa carrière MLB, sinon on va être là pour des années. Avant ça, il était à Arizona State, pardon. Arizona State, c'est un peu comme Arizona, ce sont des facs réputées, surtout au niveau historique en college baseball, hein. C'est une des facs les plus titrées du college baseball, par exemple Arizona State. Euh, Lui, il arrive euh, à faire voilà, des choses assez incroyables comme on le connaît. Il a plus de 360 de moyenne à la batte. Sur ces 3 saisons, il va finir avec 45 home runs. Sachant qu'à cette époque-là, 45 home runs sur 3 ans en college baseball, c'est assez incroyable, hein. C'est vrai que là, quand je vous dis 45 home runs sur 3 saisons, vous dites entre guillemets en moyenne 15 home runs par saison, c'est pas ouf. Parce que là, on voit des 30 home runs, etc. Depuis, on va dire, euh, on en a vu quelques-uns, par exemple, fin des années 80, on en a vu quelques-uns après, dans les années 2000, mais, et puis là, récemment, il y a une explosion de ça, mais je veux dire, faut se rendre compte que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Avec ça, il va bien sûr, dans son sillage, amener les Sun Devils, qui sont des habitués au College World Series, au College World Series justement, en 83 et 84. Il va faire partie de la All Tournament Team, ce qui est assez logique. Il va réussir à égaler le record de nombre consécutif de coups sûrs. Donc là, on ne parle pas de streak, hein, en termes de match où vous faites des coups sûrs, mais là, c'est le nombre consécutif de coups sûrs. Donc il a réussi 8 coups sûrs consécutifs. Euh, on le sait, il amène à confusion et à, comment je peux dire ça, à polémique, Barry Bonds, partout où il est passé au final, parce qu'il était aussi un peu en bisbille avec son alma mater, mais ils se sont bien réconciliés, on va dire, en 2017, parce que son maillot a été retiré. Euh, voilà, c'est un personnage, hein, Barry Bonds, bien sûr, donc il fait pas forcément l'unanimité, mais en termes de baseball pur, voilà. Il a compté dans le college baseball, comme il a compté dans le baseball tout court. C'est pourquoi je vais pas rester trop longtemps là-dessus. Je vais quand même vous donner 2-3 noms que vous devez certainement connaître, hein, enfin 2 noms en tout cas. Terry Francona, j'en avais déjà parlé plusieurs fois avant d'être le coach qu'on a vu notamment du côté des Indians, Guardians. Ça a été un joueur de baseball universitaire incroyable dans une fac rivale, parce que la fac d'Arizona, hein, pour le coup. Et Michael Conforto, qu'on a vu chez Mets, qu'on a vu récemment chez les Giants également. Voilou. Là encore, j'ai l'impression que ça s'accélère, pardon, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, il n'y avait pas vraiment de débat. Le meilleur center fielder en fait de l'histoire du college baseball, c'est certainement J.D. Drew. J'en ai parlé dans mon short, mais J.D. Drew a pour lui certainement meilleur collège, oula, on parle plus français. La meilleure saison offensive en termes de college baseball dans son histoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de certains joueurs qui ont eu certainement des années historiques. J'ai parlé notamment de Robin Ventura, j'ai parlé d'autres joueurs. Bah lui, il a réussi en 97 une saison avec 455 de moyenne à la batte. Donc c'est pas la plus haute moyenne, mais 100 points produits et 110 runs scorés. Avec ça, il a ajouté 31 home runs et 32 bases volées. Et à l'époque, ça n'existait pas de club 30-30 en termes de college baseball. Il a créé ce club, tout simplement. C'est un des 3 seuls joueurs à avoir réussi à produire 100 en run, au moins 100 runs, au moins 100 points produits également, et coup sûr dans une saison. Donc bien sûr, cette saison-là, il a gagné non seulement le Golden Spikes, mais aussi le Dick Hauser. Il a été aussi au College World Series, parce qu'il jouait à Florida State. Florida State, c'est, comme je vous l'ai dit, une des plus grosses équipes de l'histoire, et qui paradoxalement n'a toujours pas gagné un titre, mais qui a été le plus souvent en College World Series, etc. etc. Déjà, sa saison freshman était intéressante. Il a été freshman All-American. 96, il était sophomore, il a été encore All-American. Donc voilà, c'est vraiment un gros joueur, et c'est pourquoi voilà, ça sert à rien de parler des autres joueurs, même si je peux vous donner des noms que vous connaissiez. En tout cas, un que vous connaissez particulièrement, c'est Andrew Benintendi, qui est un très bon joueur de college baseball. Mais bon, et il ne supporte pas la comparaison par rapport à J.D. Drew. Maintenant, avant de finir et de passer au right field, j'ai envie de rajouter une chose.
j'en ai parlé récemment. Il y a des joueurs, hein, et j'ai parlé par exemple de Jack Aglione dans ce podcast, qui s'invitent entre guillemets à cette table de joueurs all-time. Euh, je pense en fait tout simplement à Dylan Cruz. Dylan Cruz, alors, il n'a pas fait une saison comme celle de Jelly Drew, c'est une telle saison offensive, mais attention, hein, le bonhomme, il se pose bien là quand on parle de grosses saisons, que ce soit offensive ou même défensive en termes de college baseball dans l'histoire. Si il n'avait pas été center field, mais même ne serait-ce que left field face à un Barry Bonds ou right field face à celui dont je vais vous parler juste après, Joe Carter, euh, il aurait certainement pu voilà, se mettre même devant eux en termes de production baseball universitaire. En plus de ça, j'ai envie de le rappeler, sa saison freshman, il a joué right fielder. Malheureusement, s'il avait pu rester right fielder, je vous le dis, hein, il aurait certainement pu être dans cette discussion des meilleurs joueurs de l'histoire. En freshman, en 2021, sachant que c'était un gros prospect, un lycéen, par contre, hein, on sait, il vient pas de nulle part, Dylan Cruz, ça faisait longtemps que beaucoup l'observaient et l'imagenaient être un top prospect de la draft 2020 à sa sortie de lycée. Malheureusement, voilà, vous savez, il y a eu la saison un peu Covid, etc., etc. Et lui, il a décidé d'enlever son nom de la draft à une semaine de la draft pour dire qu'il va commit avec LSU comme prévu. En freshman, en 2021, il réussit sur 63 matchs, 362 de moyenne, 18 home runs, 42 points produits, 16 doubles et 12 bases volées. Un freshman à LSU, alors que LSU c'est une des plus grosses facs de l'histoire du college baseball, je rappelle, c'est la deuxième fac la plus titrée maintenant. Surtout un LSU des années 90 où il y a des gros joueurs, on a parlé de Todd Walker auparavant, ou même des années 2010, on a eu Alex Bregman par exemple. Tous ces joueurs-là, j'ai envie de dire, passent derrière la saison freshman. Eux, en termes de freshman, ils étaient en dessous que Dylan Cruz freshman. Voilà. Il a été bien sûr All-American, il a été freshman de l'année au niveau national. Euh, Il a ensuite bougé en champ centre et c'est pourquoi voilà, il n'y a pas de comparaison entre lui et J.D. Drew, mais je veux dire, il mérite quand même d'être cité. En sophomore, il a été player de l'année dans la SEC, donc dans sa conférence, à égalité avec Sonny DiChiara. Euh, Cette saison-là, il termine avec 22 home runs, 72 points produits, et là encore, 350 de moyenne, 691 de swing percentage. On se dit, voilà, c'est un peu fou. Et surtout en 2023, alors, certes, en termes de totaux, il n'y a rien d'impressionnant par rapport à ce qu'il nous a montré, mais par contre, euh, pour avoir vécu la saison vraiment au plus près, on a l'impression de voir quelqu'un qui jouait dans une ligue qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus au-dessus que cette ligue. Il termine la saison en 2023 alors qu'il a été lead-off en plus, hein. C'est pas la position la plus facile pour vraiment produire beaucoup de totaux. Et il a été aussi pas mal walk. Donc il termine à 426 de moyenne à la batte, 18 home runs, 70 points produits et 100 runs scorés. Bien sûr, en tant que lead-off, il arrive à aller sur base assez régulièrement, ça l'aide à aller scorer. Il a ensuite, bien sûr, aidé LSU à remporter donc son 7ème titre dans les College World Series, même si ça n'a pas été le meilleur joueur des College World Series pour le coup, hein. On a vu du Tommy White, on a vu d'autres joueurs qui ont step up, puisqu'il a été beaucoup ciblé pour être walk, pour l'empêcher en fait d'amener de l'extra base hit, parce que c'était vraiment ça le problème avec Dylan Cruz en college baseball, on avait peur de ces extra base hits, que ce soit un home run, que ce soit un triple, que ce soit un double, c'est ça dont on avait peur, parce qu'après il est positionné assez haut, alors que c'est un lead-off, c'est-à-dire que c'est quasiment des points assurés, entre guillemets. Bien sûr, ça lui a valu des louanges et c'était le top prospect de la draft pendant longtemps, hein, en MLB. Après, bien sûr, il a été dépassé par Paul Skeens, même si, je veux dire, c'est deux registres différents. Paul Skeens, c'est vraiment un extraterrestre pour le coup qui s'est forgé avec un mental d'acier via ses années du côté d'Air Force. Tandis que, et puis en plus, Paul Skeens, je rappelle, c'est un prospect two-way, hein, d'ailleurs, au passage, mais bref. Alors que Dylan Cruz, c'est vraiment le gros talent à sa sortie de Lake Mary quand il était tout jeune, puis après ce qu'il a fait en high school et compagnie, qui a réussi en plus à répondre à la hype. Donc voilà, je voulais vraiment m'arrêter sur lui, puisque c'est vrai qu'il a une position un peu entre guillemets bâtarde, qui fait qu'il ne peut pas être dans ce genre de top. Je veux dire, peut-être qu'il n'aurait pas été au top du top de la position dans laquelle il a joué, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a quand même des chiffres incroyables dans ceux que je vous ai énoncés, mais par contre, il est largement dans le débat en fait. C'est surtout ça que je voulais essayer de mettre en place et de faire comprendre. Donc voilà, on a parlé de J.D. Drew, j'ai fait une parenthèse Dylan Cruz exprès, puisque maintenant on va pouvoir transitionner vers le dernier joueur de position, on va parler du champ droit ou right fielder. Là j'ai envie de dire que il n'y a pas aussi photo, hein, en termes de college baseball player.
Sachant que pour le right fielder, c'est une position un peu plus faible, entre guillemets, dans l'histoire du college baseball. Faible pour tout le monde sauf pour Joe Carter. Joe Carter, j'en ai parlé bien sûr dans le short, mais je le rappelle, il arrive dans un programme qui est foutu. En termes de baseball, c'est Wichita State. À la fin des années 70, il n'y a plus vraiment de college baseball à Wichita State. Enfin, je veux dire, le programme est quasiment mort en fait. Il va être à la racine en fait de sa résurrection, si je peux me permettre. Euh, il aura été chaque année All-American, il aura été meilleur joueur de sa conférence, hein, c'est une mid-major à Wichita State, donc à l'époque c'était en MVC, Missouri Valley Conference. Il a 10 des 11 records en carrière de Wichita State. On est plus de 40 ans après, maintenant. Euh, ça, ça a vraiment été, donc je vais vous dire ce qui s'est passé. Je continue à parler, j'ai parlé pendant quasiment au moins 20-30 minutes là. Mais j'ai eu un problème, donc ça n'a pas enregistré la suite. Donc ça s'est coupé à ce moment-là, moi je n'étais même pas au courant, je vous ai blablaté tout le reste en fait des classements sur les pitchers et compagnie, et je viens de voir que ça a coupé, ce qui est assez frustrant, mais bon c'est pas grave, on va reprendre. Donc là on est sur Joe Carter, on va finir là-dessus. Voilà, ça a vraiment été en fait le sauveur en fait de tout un programme au-delà du fait que statistiquement il a été incroyable, et c'est pourquoi il apporte en fait cette touche encore plus folle, puisqu'il faut le savoir, c'est que après son passage, Wichita State va fortifier son programme baseball jusqu'à finir par remporter un titre universitaire. De mémoire, je pense que c'est 89, donc ça veut dire que c'est pas si loin que ça par rapport à son passage à lui. Lui, fin des années 70, début des années 80, relancer un programme moribond, voire quasiment mort. Et là, ils arrivent ensuite, presque une décennie après, à remporter le titre. En plus, c'est une mid-major, donc il y a un aspect aussi parcours féerique. Donc voilà, pour tout ça, c'est un joueur qu'on ne peut pas oublier, comme il n'est pas oublié du côté bien sûr des Blue Jays. Et vous savez pourquoi Confer le titre, je pense que c'est 93 de mémoire. Je sais il y a 92 et 93, mais 93, il a fait quelque chose là-bas d'exceptionnel. Je vous laisse aller découvrir tout ça. On aurait pu faire une catégorie two-way players. J'avais décidé de ne pas le faire lors des formats courts. Là, j'ai profité du fait que les deux two-way players dont on pouvait parler, John Holroyd et Caglione, soient aussi des premières bases, ou en tout cas étaient des premières bases en collège universitaire, en collège baseball. Vous le sentez hein, que ça a commencé à durer ce podcast, quand je commence à dire du n'importe quoi. Mais bref, comme on a déjà parlé d'eux, je ne vais pas revenir dessus. Je rappelle juste vite fait que, voilà, encore une fois, les two-way players, il y en a quand même pas mal quand on y pense, hein, toutes choses considérées. Par exemple, même la saison dernière, on avait des joueurs comme Peyton Tolly, la saison d'avant, on avait des joueurs qui pouvaient potentiellement même rester des two-way players, hein, je pense à Paul Skeens, du côté de LSU. Mais on va donc passer justement du côté des pitchers. J'avais divisé un peu comme ce que faisait le papier, hein, avec un pitcher gaucher et un pitcher droitier. Le pitcher gaucher, c'est Greg Swindell. Il a fait partie d'une équipe de Texas au milieu des années 80, tout simplement énorme. Il y avait notamment Roger Clemens, mais pas que. C'est une équipe, enfin c'est un programme déjà qui historiquement est un des meilleurs de l'histoire. Vous l'avez souvent entendu dans ce podcast, hein, j'ai envie de dire. 6 titres hein, pour la fac de Texas. À cette époque-là, on le sait, c'est une équipe qui va régulièrement au College World Series. Et il y aura apporté sa pierre à l'édifice, comme on peut le dire dans ce cas-là, puisque c'est un joueur qui a beaucoup de records, notamment le record dans le programme du nombre de strikeouts avec 501 strikeouts. Il a réussi 14 shutouts. Voilà, un très très gros lanceur, que ce soit d'abord en tant que closer où il a réussi 13 saves, ou en tant que starting pitcher où il a réussi sur sa carrière universitaire à poster un IRA de 1.92. Il a également réussi à lancer 2 no-hitters. Voilà, c'est un gros joueur. Si on veut parler de quelques joueurs, enfin en tout cas un joueur gaucher dont on peut parler, c'est bien sûr David Price. Déjà, faut le savoir, c'est que David Price va être un peu le symbole de ce programme de Vanderbilt qui monte en puissance à partir des années 2000. D'ailleurs, Tim Corbin qui décide de mettre l'accent sur le développement avant tout, réussir à convaincre des jeunes, au lieu de passer du lycée à directement la draft MLB, de venir dans une université où il pourrait développer du mieux que l'on peut faire, avec toujours des méthodes innovantes, une approche presque pédagogique, on va dire, et surtout un travail particulier avec les pitchers.
David Price sort un peu de cette école-là, enfin c'est un des premiers à sortir entre guillemets de cette école-là. Faut savoir par exemple que dès qu'il est freshman, il va être freshman All-American, il va avoir un ERA de 2,86, 92 strikeouts en 19 matchs, donc 69 manches lancées. Euh, il est vraiment le gros prospect que l'on attend, mais il faut le savoir, en termes de mental, entre guillemets, ça se passe pas si bien. Il est assez frustré en fait, et du coup, il va même penser à quitter en fait le baseball et travailler dans un McDonald's. Mais en fait, son coach, Tim Corbin, va réussir à le relancer. Alors, il va réussir à le relancer, c'est vrai, mais par contre, on va le retrouver un peu plus en difficulté sur sa saison sophomore. Bien sûr, avec tout cet aspect-là qui s'est passé auparavant, pas facile de se reconcentrer sur le baseball purement et clairement. Euh, il termine avec un ERA de 4,16, 110 manches lancées, ce qui fait qu'il reste quand même parmi les meilleurs lanceurs du college baseball à cette époque-là. C'est son nombre de strikeouts, 155. Il a réussi 155 strikeouts alors qu'il n'a concédé que 43 buts sur balle. Il a aussi, donc, forcément, si on compte ses 155 strikeouts, c'est qu'il a forcément réussi des performances à 10 ou plus de strikeouts sur un match, enfin par match si vous voulez. Il a aussi notamment un match avec 17 strikeouts. Euh, du coup, ça lui a quand même permis d'avoir des accolades, c'est-à-dire qu'il a été nommé parmi les finalistes au Golden Spikes et également demi-finaliste du Roger Clemens Award qui en fait donne le titre du meilleur pitcher au niveau amateur, notamment college baseball, de la saison. Il a été aussi un All-American, mais plutôt troisième équipe cette année-là. Et il a été aussi un premier, on va dire que c'est un... Comment je peux dire ça? C'est aussi une accolade par rapport au fait qu'il a été euh, dans les équipes de conférence. Hein. Ça a été un second team All-SEC. Euh, donc voilà, en fait, cette saison sophomore, c'est ce qui, je pense que vous l'avez compris, fait qu'il ne peut pas vraiment euh, être dans la compétition du meilleur joueur de l'histoire, du meilleur lanceur de l'histoire gaucher, même s'il va très bien se rattraper sur sa dernière saison, sa saison junior, avec notamment un IRA de 2,63, 11 victoires, une seule défaite. C'était tout simplement le meilleur pitcher en termes de strikeout hein, de la nation. Il réussit 194 strikeouts en 133 manches lancées. Euh, Vraiment, voilà. Gros joueur du côté de Vanderbilt. Euh, voilà, ça a été un joueur qui tout simplement méritait en fait hein, les plus belles accolades. Il a notamment réussi à gagner hein, donc des awards individuels. On a parlé souvent du Colin Spikes. Bon, pour lui, il a remporté. Waouh, je viens d'apprendre quelque chose, mais bref. Il a remporté pardon, le Dick Howser Trophy. C'est ça de faire les choses en direct. Je peux vous raconter l'anecdote, hein, on est entre nous de toute façon. Là, j'enregistre alors que on a voilà, j'ai fini mon travail, c'est-à-dire que là, j'enregistre, il est quasiment 18h, mais on a en fait ce qu'on appelle une company meeting, c'est-à-dire que chaque trimestre, on a une réunion où ils parlent un peu voilà, de ce qui se passe. Mais vous le savez peut-être, c'est qu'il y a des fortes tempêtes sur la côte est, notamment au sud. Hein. Au sud, il y a carrément l'ouragan Hélène, je pense que c'est ça son nom. Et un peu plus au nord, il y a quand même des tempêtes, enfin voilà, c'est quand même assez euh, voilà, mouvementé. Et en fait, ce que je viens d'apprendre, c'est que dans l'un des bureaux, l'un des bureaux en fait, qui se trouve en fait à Richmond en Virginie, euh, il y a des vitres qui ont tout simplement explosé. Donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est par rapport à la tempête. Je suis pas encore complètement sûr, j'attends d'en savoir un peu plus, donc c'est pour ça que j'ai bloqué en fait au moment où je vous parlais donc de David Price. De toute façon, on va wrap up sur David Price juste pour dire que voilà, c'est normal qu'il soit cité puisqu'il a fait vraiment des grosses performances, surtout en termes de strikeout. On avait rarement vu ça, un joueur autant enchaîner les strikeouts, mais bien sûr, il ne peut pas. Il souffre de la comparaison par rapport à un Greg Swindle. Il est temps de finir cette série-là, on va dire, en parlant du meilleur lanceur droitier. Donc j'en avais parlé dans mon short, c'est Ben McDonald. Ben McDonald, faut le savoir, euh, il a malheureusement pour lui un record qui n'est pas stylé, c'est-à-dire qu'entre 87 et 89, ils vont souvent encore les World Series du côté de LSU. C'est pas encore le LSU qui va remporter des College World Series à foison et à la suite.
il va perdre en tant que lanceur starter tous ses starts en fait. Je pense, si je dis pas de bêtises, même si c'est pas tous ses starts, c'est ça, tous ses starts, parce qu'il aura fait 4 starts sur ces années-là en College World Series, et à chaque fois, il aura perdu. Ce qui est assez paradoxal quand on connaît ce qu'il a fait tout le reste de sa carrière en termes de college baseball. C'est-à-dire que lui, en saison régulière et même en tournoi national, quand c'était pas la College World Series, c'était une machine. Il a réussi à lancer notamment 18 matchs complets en tant que starter à LSU. Il a été 2 fois All-American. Il a remporté le Golden Spikes en 89. En 89, il réussit notamment 202 strikeouts et 44, presque 45 manches consécutives sans prendre le moindre point, le moindre run. Donc c'est assez exceptionnel. Il aura réussi sur sa carrière 373 strikeouts, ce qui est toujours, je pense, le record de l'école. Sachant que à LSU, on a quand même eu des beaux lanceurs, ne serait-ce que la saison dernière, Paul Skeens. Ça peut aussi s'expliquer puisque avec cette tendance des transferts, par exemple, pour juste vous donner l'exemple de Paul Skeens, il n'aura été à LSU que sa saison junior, une seule saison. Donc peut-être qu'il aurait pu justement battre ce type de record, mais il ne pouvait pas le faire du fait même qu'il est transféré de Air Force vers LSU. Ça n'empêche que Ben McDonald a été vraiment dominateur. Il a aussi, à côté du college baseball, remporté le titre olympique en 88 et il aura été drafté en numéro 1 de la draft MLB 89. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, c'est le meilleur, mais bien sûr, je peux vous donner quelques noms. Mark Pryor, par exemple, fait partie de ses meilleurs lanceurs. Roger Clemens, on en a parlé. Du côté de Texas, bien évidemment, ça a été un des meilleurs lanceurs de l'histoire du college baseball avant d'être un des gros lanceurs de la MLB. Et enfin, le petit dernier dont je voulais parler, c'est bien sûr Stephen Strasburg, puisque vous le connaissez, Stephen Strasburg, il a été au niveau des Nationals un héros, puisqu'il a été MVP des College World Series de 2019. Il a été malheureusement pour lui beaucoup freiné par les blessures lors de sa carrière MLB, donc sa carrière MLB n'a pas été au niveau de la hype que survenait quand on le voyait jouer au niveau du collège baseball, puisque le collège baseball ça a été une machine. Je pense qu'il était à San Diego State de mémoire. J'ai pas les chiffres devant moi, je vais pas vous mentir, donc j'ai pas envie de vous fatiguer avec ça, mais ça a été vraiment une machine. Quand je dis une machine, on pensait voilà, qu'on avait avec Steven Strasburg un lanceur générationnel, ce que l'on espère pour Paul Skeens bien entendu. J'espère que l'épisode, malgré les soubresauts de la fin, les événements assez incroyables qui se passent ici aux États-Unis, donc moi je suis à DC au moment où j'enregistre, donc je suis pas du tout impacté par ce qui se passe, mais je veux dire, bien sûr, c'est pas des choses qui font plaisir à entendre, mais voilà, j'espère que malgré tout vous avez réussi à aller jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé un tant soit peu. Dites-moi également si vous voulez plus de détails, pourquoi pas en termes de stats, en termes de comparaison de joueurs. Je sais qu'il y a des joueurs dont j'ai pas parlé, par exemple j'aurais pu parler de Todd Helton un peu plus, parce que ça a été un two-way player au niveau college baseball, alors qu'il a été connu du côté des Colorado Rockies, et qu'il a même fini par être élu au Hall of Fame. Donc bref, j'ai envie de m'arrêter là, ça fait plus d'une heure. Je vais aller récupérer et reprendre de mes émotions et aller me renseigner un peu sur ce qui se passe. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et allez, ciao. Pretty well